Monsieur le Premier ministre, bienvenue au Parlement, la maison de la République française, et bienvenue, mesdames et messieurs, et un coup de chapeau à Emmanuel Dupuis et toute son équipe pour l'organisation de cette soirée. La force Barkhane, le président Hollande a officialisé son installation au début août. Vous l'avez dit vous-même, 3000 hommes, dont le poste de commandement est basé à N'Djamena. Nous avons renforcé nos effectifs à N'Djamena. Vous savez que le poste de commandement de l'opération Serval était à Bamako. Le poste de commandement est aujourd'hui à N'Djamena. Et nos effectifs passent actuellement d'environ 450 hommes à plus de 1000 hommes. Ça, c'est pour N'Djamena. Pour le reste, vous le savez très certainement, vous qui suivez l'actualité, nous avons un pôle renseignement à Niamey, où sont basés nos drones Reaper en particulier, dont on parle régulièrement. Nous avons un pôle logistique à Gao, et ça a fait partie des discussions ces derniers mois avec les autorités maliennes. Je rappelle que la France base toujours à Gao environ 1000 hommes. Je le dis parce qu'on entend de temps en temps la France a quitté le Mali. Je l'entends régulièrement. Donc je veux redire ce soir, la force Barkhane, c'est 3000 hommes dans la bande sahélo-saharienne, dont un poste de commandement à N'Djamena, je viens de le dire. Pour le Mali, le pôle logistique et opérationnel de Gao, c'est toujours 1000 hommes. Si je continue de détailler, nous avons des bases opérationnelles avancées. Et les bases sont Abidjan, Djibouti de l'autre côté de l'Afrique. Nous avons des pôles de coopération à Dakar et Libreville. Et nous avons, et je termine par cela, ça me semble important, des bases avancées temporaires. Et parmi les bases avancées temporaires, nous avons Tessalit. Nous avons Arlit, mais nous avons Tessalit. Autrement dit, quand j'entends dire que la France n'est plus présente au Nord Mali, c'est faux. La France est présente au Nord Mali parce que nous avons des dizaines d'hommes en permanence qui sont à Tessalit. Et je rappelle que nous avons par ailleurs des forces spéciales. Je termine d'un mot sur qui fait quoi, parce qu'on entend tout sur ces sujets. L'essentiel de notre travail avec les autorités maliennes, et on en a parlé avec mon collègue Yves Romyon quand nous sommes allés à Bamako et Gao, c'est de bien clarifier qui fait quoi. La France a pour mission la lutte contre le terrorisme. La feuille de route est claire. Et si nous avons souhaité une cohérence de dispositifs sur la bande sahélo-saharienne, c'est pour répondre à cet objectif précis. Au Mali, au Niger, au sud-Libye, et vous l'avez compris, ailleurs. Deuxièmement, la mission de stabilisation. Elle revient à la MINUSMA. Plus de 9000 hommes aujourd'hui. Alors, la mission de l'ONU fait toujours l'objet de discussions, en particulier sur sa gouvernance. Et parce que, pour dire les choses clairement, le contexte au Nord Mali en ce moment réinterroge le dispositif. La résurgence des groupes djihadistes en ce moment au Nord Mali pose question sur le dispositif de la MINUSMA. Les discussions sont en cours à l'ONU, bien évidemment avec les autorités maliennes, sur le dispositif de la MINUSMA. Pour être concret et clair, les Tchadiens sont en première ligne, une vingtaine de soldats tchadiens morts encore récemment. Tout cela pose question, pour dire les choses très clairement. Troisième volet, j'en termine, c'est la mission européenne, UTM Mali. Alors l'action de l'Union européenne est souvent décriée, mais quand c'est bien, il faut le dire. Et à Koulikoro, le travail effectué par la mission UTM est un travail de qualité. Les 600 militaires de UTM Mali, dont des militaires français, avec la brigade franco-allemande en première ligne aujourd'hui, forment actuellement le 5e bataillon. Je crois, monsieur le Premier ministre, on en est au 5e.
avec des résultats qui portent leurs fruits. Mais il faut le dire, il faut du temps. Et certains dans la salle savent mieux que moi, il faut du temps pour reconstituer l'armée malienne, les FAMA, parce qu'on sait l'état de déliquescence qui était celui de l'armée malienne ces dernières années. Je crois que c'est pas être, comment dirais-je, désagréable que de le dire, c'était une réalité. Et malheureusement, on a vu les faits. Voilà, donc je termine en disant France contre terrorisme, MINUSMA, stabilisation du Mali, et contribuer à recouvrer l'intégrité territoriale d'un pays qui en a besoin, et c'est légitime. Et troisièmement, une mission EUTM Mali qui a toute sa légitimité. La France intervient militairement à la demande des pays partenaires. Pour autant, chacune et chacun le sait bien, les interventions militaires sont indispensables et en même temps, elles ne sont pas une fin en soi. Et la France est très active en ce moment, vous le savez, pour permettre au processus politique d'aboutir rapidement. Conférence de Brazzaville sur la Centrafrique. Processus politique en Irak. Pour parler d'Alger au Mali. Et je le dis d'un mot, la France souhaite que les pourparlers d'Alger puissent aboutir avant la fin de l'année. Parce que, vu le contexte au nord Mali, je me permets de le dire, Monsieur le Premier ministre, vu le contexte au nord Mali, vu l'actualité de ce week-end avec 9 soldats nigériens tués, la France souhaite que les pourparlers d'Alger puissent aboutir avant la fin de l'année. C'est très important. Le premier élément, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, et ça va être de plus en plus le cas dans les années à venir, le poids d'un pays et le poids d'un ensemble comme l'Union européenne, ce ne sera pas sa richesse, mais ce sera ses capacités militaires. Et je pense que l'Union européenne doit régler cette question de ses capacités militaires et ne pas compter sur la sous-traitance de sa sécurité ou d'autres choses à d'autres puissances. Mais ça, à la limite, c'est votre souci. Je vais me concentrer sur les nôtres. Le second élément, pour illustrer un peu cette situation, c'est qu'on a parlé de l'EUTM tout à l'heure. Vous savez, l'EUTM, on forme nos bataillons, qui sont formés par l'effectif de 600, 650. Et on les forme pendant 6 mois, et c'est terminé. Leur équipement, on ne peut pas en entendre parler. Comment concrètement on peut attendre quelque chose d'un militaire qu'on aura formé, mais qui n'aura même pas un Kalachnikov pour se défendre? J'ai posé cette question au formateur de l'EUTM une fois. Il m'a dit, la doctrine de l'Union européenne, c'est que ces questions-là, il faut les régler au plan bilatéral. Ce n'est pas l'Union européenne qui peut payer des équipements, des armes ou autre chose. Bon, si vous les formez, nous, on va peut-être leur donner le peu de Kalachnikov et de balles que nous avons. Nous allons les mettre sur le théâtre. Au premier coup de feu, ils vont tous détaler. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'il faut que nous ayons une idée exacte de là où nous voulons partir. Si nous voulons monter une armée véritable, fonctionnelle, c'est vrai, c'est la question du Mali, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi qu'on puisse contribuer sous une forme ou une autre à cette question. C'est le second rappel que je voulais faire. Le troisième, le processus de paix, nous allons tous nous employer à ce qu'il aboutisse avant la fin de l'année. Mais, honorable, le processus de paix ne permettra pas de régler la question terroriste. Au nord de notre pays, nous avons 2 types de groupes. Vous avez les groupes armés qui ont des ambitions politiques. Le processus de paix permettra de régler cette question, nous l'espérons. Mais vous avez des groupes autrement plus redoutables qui n'ont pas d'ambition politique, qui sont aujourd'hui beaucoup plus forts sur le terrain que les groupes rebelles. Ça, il faut qu'on se dise cette vérité. L'avantage du processus de paix, c'est qu'il permet de distinguer ceux qui
s'inscrivent dans un processus politique pris en compte dans le désarmement, la démobilisation et la réinsertion seront pris en compte. Ceux qui s'inscrivent dans le califat, dans le terrorisme international, dans le djihad, qui sont beaucoup plus redoutables que les groupes armés rebelles, encore une fois je vous le dis, resteront là en train de se battre contre le Mali, contre l'Occident, contre tout le monde. Donc le processus de paix ne permettra pas de régler la question terroriste. La question terroriste, il faut que nous nous apprêtions tous, vous et nous, et la MINUSMA, Inch'Allah, à nous organiser, à nous battre sur plusieurs années contre la donne terroriste. Et que ce combat militaire de défense et de sécurité soit complété par le combat d'éducation, de sensibilisation sur la religion, et soit terminé par le combat pour le développement. Aucune action militaire seule, vous l'avez dit, ne permettra d'arriver à bout du terrorisme. Il faut que l'action militaire soit accompagnée par des actions de sensibilisation, d'éducation, de présence sur le terrain, et soit terminée par des actions de développement. Parce que c'est le chômage, les frustrations, l'inemploi qui font que ces jeunes suivent ces groupes terroristes et autres. Donc voilà, nous, un peu notre compréhension. Le processus de paix aura l'avantage de clarifier la situation, de distinguer ceux qui s'inscrivent dans un cadre politique et de ceux qui s'inscrivent dans le cadre du terrorisme international, et de pouvoir donc mener le combat contre les terroristes de manière plus efficace et plus directe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est que le terroriste, on ne le distingue pas du rebelle. Le poseur de mine, aujourd'hui, il va se balader avec la bannière du MNLA, on va le laisser passer. Et à 100 mètres plus loin, il va aller poser une mine contre les Tchadiens ou contre les Nigériens. Donc, on a une situation de terrain où on ne sait plus qui est qui. Et je vous informe que les terroristes, ils ont compris, ils ont rasé leur barbe. Ils ne sont plus avec des pantalons courts maintenant, ils ont des pantalons longs comme nous tous. Ils ont compris. Ils se baladent en moto, ils ont des bannières de tous les groupes armés qu'on tolère, et ils profitent de cette situation pour procéder à des actes terroristes. Donc, allons rapidement au processus de paix pour distinguer les uns et les autres, engager un processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion, pour que et les groupes rebelles qui s'inscrivent dans un processus politique et le gouvernement, nous nous donnons la main avec vous, avec la ministre, Inch'Allah, pour lutter contre les terroristes et les narcotrafiquants qui sont les deux groupes les plus dangereux de cet espace sahélien. Vous avez des groupes qui se baladent armés sur le territoire national, qui arrivent à un checkpoint de la MINUSMA, qui montrent un ordre de mission MNLA et puis on les laisse passer. Ou un ordre de mission HCUA ou MAA, signataires du processus d'adhésion, on les laisse passer. 100 mètres plus loin, ils vont aller poser une mine sur laquelle va sauter des Tchadiens. C'est ce qui se passe au nord de notre pays. Donc, processus de paix, allons-y rapidement, finalisons, au moins ça aura l'avantage de clarifier pour nous permettre de faire face. Et c'est là pendant plusieurs années, il ne faut pas du tout penser qu'on va régler cette question-là à court terme, aux véritables groupes qui sont les dangers sur notre territoire. Derrière l'aspect, j'allais dire, strictement politique ou terroriste, il y a parfois aussi des éléments mafieux qui jouent, j'allais dire, de cette situation et qui prospèrent d'autant plus facilement qu'il n'y a pas de structure étatique clairement affirmée donc, sur ces territoires. Et donc, cette notion de suivi, de connaissance, de renseignement et de recherche est quelque chose d'essentiel. Et quant au état de cause, cela doit passer par, comme vous l'avez fort justement dit, par une plus forte coopération, par des actions aussi à certains moments, j'allais dire, d'intrusion pour avoir la connaissance de l'intérieur de ce qui peut se passer, et puis d'utiliser tous les moyens, des plus traditionnels aux plus modernes, pour arriver à bien connaître et bien traquer les flux. Parce que au départ, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le chaos libyen
je vais dire, à essaimer sur l'ensemble de cette région, qu'il y a pas mal d'armes, etc., qui sont sorties des entrepôts de Kadhafi et qui ont été quand même un des vecteurs. Et donc, en fonction de cela, il ne peut pas y avoir, je vais dire, une stabilisation, je veux dire, que sur une partie de cette bande sahélo-sahélienne. Et que s'il y a un certain nombre de pays qui jouent aujourd'hui un rôle clé et qui sont plutôt stables alors que pendant longtemps ils ne l'ont pas été, je pense au Tchad. Mais il est important d'avoir une vision globale et régionale, parce que si on a une succession de visions étatiques et sans coopération et sans coordination, et M. le Premier ministre a insisté sur cet aspect des choses, entre tous les pays de cette région, on n'aura aucune chance d'y aboutir par rapport à un adversaire qui est un adversaire, comme l'a fort justement dit M. le Premier ministre, qui a tendance à se fondre dans la population, de gommer, j'allais dire, ces éléments distinctifs, qui connaît le terrain, qui connaît très bien le terrain, qui sait s'adapter aux situations, et qui, pire encore, à certains moments, n'hésitera pas à se servir des populations civiles comme bouclier humain pour empêcher, à certains égards, nos capacités d'intervention. Et donc, c'est tout cela qu'il faut prendre en compte, et je crois que cet échange et cette coopération entre tous les pays de la région et tous ceux qui sont à même de les aider n'est pas quelque chose d'important, mais c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Les négociations de paix sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des nouvelles de ce qui se passe à Alger? Parce qu'on entend beaucoup de choses entre décentralisation avancée ou fédéralisme. Est-ce que vous pouvez vous entendre avec les groupes? Quelle échéance? Et puis je demanderai à nos deux députés aussi de nous parler de l'accompagnement politique de ce processus pour conclure. Bien. Le processus, comme vous l'avez sans doute vu, a été assez laborieux. Puisque pour la première fois de l'histoire de notre pays, nous avons souhaité que le processus de paix et de dialogue soit suffisamment complet pour aborder l'ensemble des aspects de la crise. Les différents accords qui ont été signés par le passé ont été signés entre le gouvernement et les groupes armés, en tête à tête. Et je dirais même mieux, entre l'armée et les groupes armés. Parce que même souvent, comme ça a été le cas en 2006, 1991, le gouvernement n'était pas associé, c'est le chef d'État avec les militaires qui négocie et puis qui conclut un accord. Qui, pour la plupart du cas d'ailleurs, est plutôt un accord de cessez-le-feu, plutôt qu'un accord de traitement global et politique de la crise. Taman Rasset, c'était ça. Le pacte national est allé un peu plus en détail, mais l'accord d'Alger de 2006, c'était clairement ça. Nous avons engagé une discussion pour essentiellement éteindre le feu, sans forcément avoir le souci de la non-récurrence de la crise. Donc cette fois-ci, nous avons dit qu'il faut qu'on aborde les questions dans le fond. Les questions de politique, institutionnelle, gouvernance, les questions d'armée, de défense et de sécurité, les questions de réconciliation nationale, mais aussi les questions de développement. C'est pourquoi vous avez 4 groupes thématiques qui ont été constitués depuis le début pour traiter questions institutionnelles d'une part, questions de défense et de sécurité, questions de réconciliation et enfin questions de développement. Maintenant, nous avons aussi souhaité que ceux qui forment la grande majorité silencieuse, qui n'ont donné mandat à personne pour aller engager une rébellion à leur nom, que ceux-ci aussi on puisse les écouter, c'est-à-dire la société civile. La société civile du Nord, dans toute sa diversité, a été écoutée à Alger. Toutes les composantes, les élus, la chefferie traditionnelle, d'autres formes d'organisation. Et donc nous avons eu un processus qui a été long, difficile, mais je pense qu'il est bien amélioré. Puisque, à l'heure où on parle, le gouvernement a fait son offre de paix, les groupes armés, dans leur diversité, ont fait leur offre de paix. Les médiateurs, au rang desquels la France joue un rôle important, côté de l'Algérie, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, du Burkina, du Tchad, doivent faire la synthèse. Synthèse difficile,
que quelquefois les positions sont radicalement différentes, mais quand même, il doit faire une synthèse. Et le 17 octobre, présenter cette synthèse aux différents protagonistes, c'est-à-dire le gouvernement et les groupes armés. Maintenant, l'essentiel de ce qui va se passer le 17 se joue en réalité maintenant, entre aujourd'hui ou entre la semaine dernière et le 17. C'est l'action des médiateurs sur les uns et les autres qui va permettre d'aboutir à une entente. Nous l'avons toujours dit, je l'ai dit aux autorités françaises la semaine dernière, il faut que tout le monde s'engage à agir pour qu'on puisse arriver sur une offre globale de paix qui traite des questions institutionnelles de développement, les questions de défense et de sécurité, de réconciliation nationale. C'est impératif. Est-ce qu'on va y arriver? Nous l'espérons. On va y arriver autour de quelle entente? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas gouverner le territoire du Mali comme on a fait les 54 précédentes années. Impossible. Ce n'était pas efficace. On n'a pas attendu la crise pour faire le constat. Donc il faut qu'on fasse en sorte de donner beaucoup plus de pouvoir, de marge de manœuvre, de ressources. Et quand je dis ressources, ce n'est pas forcément des ressources financières, ressources en termes de services, ressources humaines et ressources financières pour que les communautés à la base, réunies sous forme de communes ou de régions, puissent disposer de suffisamment d'outils afin de pouvoir impulser par elles-mêmes leur propre développement. Ça, c'est indéniable. Maintenant, quelle forme ou quel nom donner à ce surcroît de pouvoir? Certains disent, je dirais, autonomie, fédéralisme, décentralisation poussée. Aujourd'hui, le contenant n'a pas beaucoup d'importance. C'est le contenu pour moi qui est le plus important. Tout le monde le dit d'ailleurs. C'est sur ça que nous devons regarder. Nous devons aller apprécier. Donc, le gouvernement est prêt à faire les efforts nécessaires pour que le maximum de pouvoir possible puisse être transféré aux collectivités locales pour qu'elles puissent par elles-mêmes atteindre tous les objectifs de développement humain et développement économique et social auxquels aspirent les communautés. Maintenant, après, c'est aux communautés de se donner le leadership à mesure de mener à bien cette fonction. Sur le plan des armes, de l'armée et de la sécurité aussi, les efforts importants sont prêts à être consentis pour que l'armée malienne soit une armée nationale, mais ça a toujours été le cas, que les responsables de différentes communautés qui ont des vocations militaires puissent servir dans l'armée nationale sans aucune discrimination que ce soit. Ça, nous sommes prêts à faire des efforts et dans notre offre de paix, cela a été pris en compte, mais aussi en matière de réconciliation et de développement. Donc je pense que les conditions sont réunies pour qu'on ait une synthèse qui puisse maintenir les acquis, c'est-à-dire l'intégrité du territoire, le caractère républicain de l'État, l'unicité de la nation et la laïcité du pays. Ces quatre éléments qui ont été consacrés par tous les actes, par les décisions des Nations Unies, par les accords précédents, que ces quatre éléments soient acquis et acceptés par tous, tout le monde les ont signés. Et qu'à l'intérieur de ces éléments, maintenant, on puisse donner suffisamment de marge de manœuvre aux collectivités pour qu'elles puissent prendre en charge leur destinée. Nous sommes en train d'aller dans ce dispositif et j'ai bon espoir que tous les médiateurs, encore une fois j'insiste dessus, il faut que les médiateurs jouent leur rôle pendant cette période-là, que tous les protagonistes puissent accepter ce minimum qui devra nous permettre de dépasser cette phase de crise et d'engager, encore une fois, une phase de reconstruction nationale dans toute la diversité du pays. Donc moi j'ai bon espoir, j'espère qu'on va y arriver, on verra bien ce qui va se passer. Il n'y aura pas de dévolution des pouvoirs au niveau sécuritaire, au niveau local, peut-être au niveau de la police, de la gendarmerie. Mais parce que, par le passé, la caractéristique essentielle des accords, c'était justement ça. C'est de démanteler le dispositif sécuritaire, c'est de créer des unités ethniquement homogènes qui, à la première occasion, ont pris armes et bagages pour passer de l'autre côté. Donc aujourd'hui, il s'agit de ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. C'est une armée unique qui contient toutes les communautés du pays. Comme ça a été le cas, le Mali n'a jamais eu une armée ethniquement homogène. C'est que toutes les composantes du pays sont dans l'armée nationale, ont été dans l'armée nationale et seront dans l'armée nationale. Mais l'armée nationale sécurisera le territoire de telle sorte qu'il n'y ait pas de particularisme. Qu'on ne dise pas, le nord c'est particulier, donc on va faire en sorte que telle communauté défende tel territoire. À ce moment-là, on constate la partition du pays simplement.
Nous allons faire en sorte que l'armée puisse accueillir tout le monde, comme c'est le cas encore une fois aujourd'hui, que l'armée puisse représenter la diversité nationale, mais que l'armée fonctionne comme une armée républicaine, où le Malinké doit pouvoir commander à Kidal, comme le Tamashek doit pouvoir commander à Kita ou à Sikasso. Ça, c'est vraiment notre compréhension de l'armée, et c'est ce qui va garantir, je pense, l'unité de notre pays, la sécurité de nos frontières. Le Sénégal va accueillir le premier forum paix et sécurité en Afrique. Le Mali est évidemment partie prenante, et on s'en réjouit bien évidemment, puisque ça marque, je veux le dire ici, je veux en témoigner, la prise de conscience des dirigeants africains de lier développement et sécurité, sécurité et développement. Et votre propos ce soir, Monsieur le Premier ministre, l'illustre très bien. Nous souhaitons que ce forum puisse être bien évidemment utile, et pour être utile, nous aborderons ensemble, me semble-t-il, les aspects politiques, les aspects sécuritaires, les aspects opérationnels, à la fois les processus en cours, les discussions budgétaires par exemple sur vos lois de programmation respectives, et sur la manière dont la France, et je l'espère d'autres États européens, pourront vous aider. Ça, c'est un rendez-vous très important, 15 et 16 décembre, et j'espère que ça marquera d'une certaine manière une nouvelle ère, à la fois pour les partenariats, à la fois pour notre détermination collective à lutter efficacement contre le terrorisme, et puis je l'espère pour permettre aux armées africaines d'être plus solides. Si je puis me permettre d'un mot et j'en termine, j'ai regardé de près l'armée nigérienne et la manière dont le président Issoufou en particulier ces dernières années a façonné une forme d'inclusion de l'ensemble des communautés nigériennes au service de l'armée républicaine du Niger. Et même si les situations sont bien évidemment différentes, l'exemple nigérien, me semble-t-il, est à méditer. Parce qu'il a réussi, me semble-t-il, avec l'ensemble des composantes de la société nigérienne, à garantir à la fois la reconnaissance dans la diversité des uns des autres que vous évoquiez en introduction de votre propos, et en même temps à concevoir et à construire une unité au service de l'armée républicaine nigérienne. Effectivement, c'est un défi que celui d'essayer de faire de telle sorte qu'au niveau de cet échange, de cette discussion politique qu'il va y avoir, sorte un accord qui permettra de séparer, je ne vais pas dire le bon grain de livret, mais en tout état de cause, ceux qui sont dans un processus politique et ceux qui sont dans un processus djihadistes ou autres, qui de toute manière ne rentreront jamais dans un discours et dans un processus politique quel qu'il soit, parce que leur raison d'être, c'est de vous combattre, de nous combattre, et de combattre ce que et vous et nous représentons. Donc, en fonction de cela, faut-il être prêt à relever ce défi, et comme vous l'avez fort justement souligné, qui risque d'être quelque chose de très long, et qu'en tout état de cause, qui ne s'arrêtera pas, même si un accord politique, dans les semaines, dans les mois qui suivront cet accord politique. Au-delà de cet aspect des choses, j'ai eu l'opportunité ces dernières années d'aller 5 fois en Afghanistan, qui est un pays, je ne sais pas dire que je connais très bien, mais je connais un petit peu. Et la situation est une situation aussi qui est une situation un petit peu complexe entre les différentes ethnies et avec un cadre qui a été celui de l'ANA visant à assurer cette mixité que vous appelez de vos voeux, même si parfois c'est complexe, et avec un élément qu'il faut que nous prenions en compte. Moi, quand on m'expliquait qu'il y avait un taux de désertion relativement fort, mais quand vous avez quelqu'un qui est du sud d'Afghanistan, qui est envoyé pour combattre dans le nord de l'Afghanistan, qu'on lui dit, par rapport à nos standards à nous, tu vas avoir 15 semaines de permission, mais qu'il lui faut quasiment une semaine pour partir de son lieu d'affectation pour rentrer chez lui, et autant pour revenir. Et en fonction de ça, il y a des éléments dont il faut pouvoir tenir compte par rapport aux difficultés logistiques et puis au cadre qui fait que quand
quand on arrive chez soi, il y a tout un tas d'éléments et de contraintes qui fait qu'on ne peut pas repartir aussi rapidement que ce qu'on souhaiterait. Lorsque les autorités algériennes écartent plus ou moins les principaux acteurs de la négociation, la CEDEAO, l'Union européenne, voire tel ou tel pays, ce qui parfois nous déplaît, on se demande bien pourquoi. Et j'aimerais savoir si vous veillez à ce que les instances que j'ai citées puissent être jusqu'au bout associées aux négociations d'Alger. Merci, monsieur le député. Deux dernières questions. Et ma question s'adresse à l'honorable Gwendal de la Bretagne. En fait, ma question elle est simple. En 2012, aussi bien au Mali, les Maliens, aussi bien dans la communauté internationale, personne ne faisait la différence entre Ansarguine, Moudjao, MNLA, etc., etc. La déclaration de François Hollande pour motiver l'intervention des servants au Mali a été d'aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui pourquoi la France s'est arrêtée au port de Kidal en cantonnant et en empêchant l'armée malienne d'exercer l'autorité de l'État à Kidal? Selon l'information diffusée par la Radio Mondiale il y a maintenant 8 jours, il y aurait eu à Kidal une réunion entre militaires français, militaires de la MINUSMA et militaires du Mouvement national de libération de l'Azawad, qui auraient décidé d'aller à la chasse contre les groupes armés narco-djihadistes. Qu'en est-il exactement? C'est la désinformation ou bien c'est la vérité? Et si c'est la vérité, dans quelle situation? Je m'adresse là aux deux députés qui incarnent la politique française. Que pensez-vous de cette initiative? Merci. Mais vous avez parlé de combattants multi-étiquettes qui revêtent épisodiquement ou l'étiquette du MNLA ou d'autres groupes armés pour commettre des attentats et causer des dommages. Ce qui nous oblige à nous interroger peut-être sur la sincérité des groupes avec lesquels vous négociez. Que savez-vous de leur lien, ou non, d'ailleurs, avec les groupes djihadistes? Quelle réalité, quelle étendue? La question est importante parce que dans le cadre du processus de paix, si jamais les négociations aboutissent ou à l'autonomie ou au fédéralisme, peu importe le contenant, comme vous le disiez tout à l'heure, ne courrait-on pas un risque plus grand en termes de sécurité nationale, continentale et internationale? Pouvez-vous nous rassurer sur ce point? Maintenant, par rapport à l'Algérie qui écarterait certains médiateurs, il faut savoir que ce processus-là est un processus où les médiateurs sont plus nombreux que les protagonistes. Ouais, on a même parlé de la guerre des médiateurs. C'est comme ça, les médiateurs sont plus nombreux. Mais il a fallu quand même faire la synthèse entre toutes les initiatives. C'est pourquoi nous avons autant de médiateurs. D'ailleurs, dans les salles à Alger, vous verrez que le banc des médiateurs est toujours plus fourni que le banc des protagonistes. Mais c'est comme ça. Nous veillons à ce que, en tout cas, nous travaillons à cela, à ce que le collège fonctionne comme un collège. Mais ce qui est quand même sûr, et il faut le reconnaître, c'est que l'Algérie est quand même prédominante dans la question de la crise au nord. C'est pourquoi tous les accords ont été signés en Algérie. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui on est en Algérie. Parce que de par l'histoire et la géographie, l'Algérie est centrale. D'abord, c'est le seul pays qui peut amener tous les protagonistes à se réunir au même endroit, au même moment. Il n'y a aucun autre pays qui est capable de le faire. Premier élément. Deuxième élément, si vous regardez les groupes armés, je pense que les responsables des MNLA sont là, ils peuvent l'attester, c'est que la plupart des leaders des groupes armés ont la double nationalité algérienne. Ça, c'est un. De deux, si vous regardez la géographie, quand même, vous vous rendrez compte que les approvisionnements des Kidal, c'est l'Algérie. Approvisionnement en carburant, approvisionnement en matériel, approvisionnement en armes et autres, ça passe par l'Algérie. Ce n'est pas forcément rassurant, mais c'est une réalité qui s'impose à nous. Et il faut faire avec cette réalité. Donc je pense que l'Algérie est centrale, il faut consacrer cela et aller d'avant. Mais la balle est dans le camp des Maliens. C'est les Maliens qui doivent être, je pense, groupes armés, gouvernements suffisamment intelligents pour savoir où se trouve l'intérêt de leur pays et travailler à ça.
Mais si les Maliens sont divisés, quand certains sont à gauche, d'autres sont à droite, d'autres sont en train de regarder en haut, c'est pas facile. Vous savez, si vous regardez la configuration des groupes armés, bon, chaque groupe armé a sa dissidence. Et souvent les dissidences rejoignent la maison mère le matin pour les quitter l'après-midi. On a eu des scènes de ce type en Algérie. Vous avez des personnes qui viennent à la télé algérienne pour dire, bon, moi, dorénavant, je suis avec celui-là. Et le soir, il fait un communiqué pour dire le contraire. Donc, c'est nous qui devons être conséquents. Et quand je dis nous, je ne distingue pas le gouvernement. Nous, Maliens. C'est nous, Maliens, qui devons nous inscrire dans le cadre de l'unité nationale, dans le cadre de la consolidation de notre nation, et donc de savoir notre intérêt. Mais il y a un adage bambara qui dit que quand le mur est fendu, c'est là où le margouillat peut passer dedans. Si le mur est solide, il n'est pas fendu, il n'y a pas de place pour le margouillat. Maintenant, cela m'amène à la question des groupes armés. D'abord, la première question de André, cette réunion a bien eu lieu, mais cette réunion n'est que l'illustration d'une réalité. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que les groupes armés MNLA, HCUA, se baladent sur le territoire national, pas seulement à Kidal, à Tombouctou, Gao, avec des ordres de mission. Et quand ils croisent la MINUSMA, ou quand ils croisent Barkhane, les ordres de mission, ça suffit pour qu'ils passent. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est une reconnaissance. Maintenant, l'argument qui est utilisé aujourd'hui, c'est qu'ils sont signataires de la déclaration de cessation des hostilités, de la feuille de route. Donc, ils ont une existence légale qui est reconnue comme belligérants, donc on ne les attaque pas, on ne fait rien. Ben, j'ai su étudier la question de Moussa. Quand il dit l'armée malienne cohabite avec des groupes d'autodéfense, il a cité Gatia. Gatia, c'est quoi? C'est des communautés qui, pour se défendre, parce que l'armée malienne n'existait pas sur ces espaces, dès les événements de Kidal, l'armée malienne est aujourd'hui au nord, grosso modo, cantonnée. Et pour ne pas donner l'occasion à des confrontations, on a dit les militaires, vous restez dans les camps et vous ne faites des patrouilles qu'avec la MINUSMA. Au moins, on est sûr qu'on ne va pas vous dire, qu'on va pas nous dire que vous avez tiré sur un tel ou un tel. Vous êtes avec la MINUSMA. L'armée malienne est toujours avec la MINUSMA. Il y a des communautés entières qui sont livrées à elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on a constaté après Kidal? C'est que tous les jours, on venait enlever un et on le retrouvait égorgé, on le retrouvait avec une balle dans la tête, des élus des fois. Nous avons constaté cela. Qu'est-ce qui a été constaté aussi? C'est que lors des livraisons d'aide humanitaire, cela est une réalité. Quand l'aide arrive à Kidal, sous le contrôle du MNLA, ben, il y a une sélection entre les communautés. Certaines bénéficient de l'aide, d'autres non. Ces gens ont dit, bon, comme l'armée malienne ne nous défend pas, et que nous vivons sur le territoire, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble et on crée un groupe d'autodéfense, comme partout au monde, cela est fait. Maintenant, ce qui gêne le plus les MNLA, c'est que c'est un groupe d'autodéfense qui les tape dessus tout le temps. Ils veulent avancer de Kidal à Nefis vers Gao. Il y a une ligne avec une ville qui s'appelle Tabankort. Cette ville, les différentes communautés d'autodéfense, les Arabes, les Imgad, se sont mis ensemble et ont dit, ben, nous on vit ici. Ce n'est pas une affaire du Mali, mais nous on ne vous permet pas de venir prendre là où nous on vit. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre le MNLA et ces groupes. Ils ont attaqué plusieurs fois et ils ont reçu la réponse qu'ils méritent. Ils ont perdu plusieurs fois. Et maintenant ils disent, ah oui, si on a perdu, c'est parce que l'armée malienne est en train de les aider en sous-main, l'armée malienne est en train de les équiper. Le Gatia, quand il a été conçu, ils nous ont demandé, nous voulons être présents à Alger en tant que groupe. On leur a dit non, vous n'existez pas. Seuls ceux qui ont signé la déclaration de cessation des hostilités ont le droit d'être là. Là, le gouvernement malien a dit cela. C'est ce qui fait que le Gatia n'est pas présent en tant que groupe à Alger, mais les leaders du Gatia sont arrivés à s'inscrire dans telle ou telle catégorie de groupe pour être présents en Alger. Nous ne les reconnaissons pas, nous ne les aidons pas. Mais quand l'État n'arrive pas à assurer la sécurité des gens, ben, ils se défendent comme ils peuvent. Et ils sont en train de se défendre comme ils peuvent. Cela met bien l'accent sur le fait, et je pense que c'est ça le plus important, qu'il nous faut sortir de cette situation où vous avez
plusieurs organisations armées sur le territoire qui se font aujourd'hui la guerre, soit pour la drogue, soit pour le passage des clandestins, soit pour les armes, pour un oui ou pour un non, y compris votre groupe, le MNLA, il faut arrêter cette situation. Et comment on va arriver à arrêter cette situation? C'est d'aller vers un processus de paix inclusif qui va nous permettre de distinguer ceux qui ont des motivations politiques et ceux qui ont d'autres motivations. Maintenant, la question de madame, c'est est-ce que vous faites confiance à ceux-ci? Aujourd'hui, nous, on va certainement juger à l'œuvre. Sinon, les attitudes des uns et des autres sur le terrain, effectivement, pour le moins, ce sont des attitudes de défiance. Mais nous avons fait le pari de la paix. Et donc, quand on fait le pari de la paix, on discute entre nous, Maliens. Et si leur motivation, c'est le développement du nombre, je pense qu'ils doivent être en mesure d'accepter l'offre de paix qui leur a été formulée. Si leur motivation est le développement du Nord, et ça, pour le vérifier, il faut signer des accords et les voir à l'œuvre, sans armes, avec l'intelligence et avec la volonté pour développer le Nord. Mais sans paix, on ne peut pas vérifier cela. C'est pourquoi il faut aller vers un accord de paix, inclusif, global, détaillé, qui puisse permettre de savoir qui va être responsable de quoi, et donc s'il y a un problème, qui sera responsable de cette situation. C'est la seule condition pour permettre de voir qui est de bonne foi et qui ne l'est pas. Toute autre chose ne pourra pas permettre de distinguer le vrai du faux de ceux qui mettent en avant les volontés d'irrédentisme pour simplement cacher leur ambition de trafic de drogue ou autre, parce que c'est aussi cela, malheureusement, la réalité sur le terrain. On va aller vers un accord de paix, nous espérons équilibré, et un accord de paix qui va permettre à toute personne de bonne foi qui veut travailler au développement de sa communauté, au développement de sa commune, au développement de sa région, d'avoir les moyens institutionnels, les moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour pouvoir le faire. En ce moment, on s'assiera tous et puis on regardera ceux qui le feront ou ceux qui continueront à s'inscrire dans une autre dynamique. Et toute la communauté internationale, je pense, sera là aussi pour tirer les conclusions de cette situation. Donc voilà un peu, nous, nos orientations. Notre ambition de faire la paix et aussi le constat qui est réel, qu'il y a eu des erreurs de gouvernance au Nord, des erreurs de gouvernance imputables à l'État, des erreurs de gouvernance imputables aux élus locaux. Ces erreurs, il faut les corriger. Il faut les corriger par un accord de paix inclusif qui va consacrer l'unité du pays, mais qui va respecter toutes les diversités et toutes les communautés. Nous sommes prêts à aller dans ce sens. On verra bien ce qui va se passer dans les semaines à venir. La première question sur Kidal. Je ne vais pas refaire les différents épisodes, ce serait trop long. Je vais répondre de la manière suivante. La France a un principe simple. Sa mission, je l'ai dit, je le redis, c'est la lutte contre le terrorisme. La France n'a pas pour mission la sécurité intérieure du Mali. La sécurité intérieure du Mali relève du président malien, du Premier ministre, on a la chance d'être avec lui ce soir, et des autorités maliennes. La ligne de positionnement de la France à Kidal, comme partout, c'est la distinction des missions pour les uns comme pour les autres. La deuxième chose sur les négociations, pour répondre à votre question, cher monsieur, c'est aussi un principe simple qui vaut au Mali comme ailleurs. La France échange avec toutes celles et tous ceux qui peuvent concourir d'une manière ou d'une autre à la stabilité et à la paix. Voilà, c'est un principe simple. Merci beaucoup Moussa, parce que je crois que, comme tu l'as dit, l'objectif est moins le contenant que le contenu, et je crois que je rajouterais que l'objectif final est une chose, mais c'est le moyen d'y parvenir qui est important. Et je crois que c'est important à partir du moment où on reconstruit un pays, à partir du moment où on reconstruit au niveau humain, ça a été dit, au niveau économique, avec l'apport de la communauté internationale. Je salue, j'aurais dû aussi le redire, que beaucoup de partenaires économiques sont dans cette salle. Je salue nos amis japonais qui contribuent très largement, et ils le feront davantage. Je remercie d'ailleurs le directeur de l'agence du développement japonaise qui est ici. Excusez-moi, monsieur, merci beaucoup d'être ici. Merci de nous avoir rappelé qu'on reconstruit un pays aussi en se réappropriant ce principe, cette vérité biblique, que la réconciliation part des gens qui ont envie de se réconcilier, qui ont envie de faire la paix. Et je
je crois que c'est important d'évoquer le fait que sont venus de leur plein gré à Alger un certain nombre, non pas seulement de médiateurs, mais de personnes qui veulent faire cette paix, et que je crois que c'est de notre responsabilité, nous, communauté internationale, nous, en tout cas, modestement, avec David, au niveau académique, d'offrir ce temps d'échange avec vous pour montrer que ce ne sont pas seulement des accords techniques, mais qu'on parle bien évidemment de la sécurité dans son acception la plus noble, c'est-à-dire la sécurité humaine. Je crois que c'est ça dont il est question à Alger, et j'espère que c'est comme cela que ce sera perçu. Merci beaucoup. Et j'aurais dû effectivement saluer aussi l'ambassadeur du Mali, je m'en excuserai, je vous ai oublié, et l'ensemble des personnalités qui nous ont accompagnés ce soir. J'ai été trop long de nouveau. Je rappellerai, en donnant la parole à David, que nous allons ce samedi dialoguer avec un des médiateurs, puisque nous aurons la chance d'avoir Pierre Buyoya, qui est le haut représentant pour l'Union africaine pour la paix au Mali et au Sahel, qui nous fera l'amitié de disserter sur un autre sujet, mais ô combien passionnant, la contribution de la francophonie à la paix et à la sécurité. Vous êtes tous cordialement invités, vous recevrez l'invitation. Vous en excuserez si vous ne l'avez pas encore reçue. Venant du Burundi,